C'est pas grave. Après la belle présentation que nous a fait Madame Rachidi, vraiment ça nous a fait voyager et nous sommes demandé comment on était dans, dans l'autre monde et puis qu'est-ce qu'on a subi. Anna, je vais commencer par quelques histoires du vécu de ma consultation. Je n'ai pas fait le tout, bien sûr, on a vécu beaucoup d'expériences, mais d'où c'est les premières en fait, choses qui m'ont touchée pour faire ce séminaire, pour approcher Madame Rachidi et aussi Madame Chahid pour discuter de ces cas. Donc, j'avais un petit enfant, Sami, qui était suivi pour acheter la classe 2. Il était greffé en France et là-bas, la maman, elle était enceinte durant sa grossesse et elle a subi tout le stress de la greffe de son enfant. Et quand l'enfant naît, il est dépisté ayant la même maladie, HLA classe 2 en France. Et quand il a eu 1 an et demi, il est diagnostiqué avec un autisme. D'ailleurs, je l'ai envoyé à Madame Professeure Rachidi. Elle me dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'organique? Je lui dis, non, il n'y a pas de relation entre la classe 2 et l'autisme. Et c'est plutôt peut-être le stress qu'a subi la maman. Et le facteur de stress, c'est-à-dire maternel, que subit la maman lors de la grossesse est connu dans ce facteur. J'avais pas raison. Selma, 6 ans. Suivi pour, désolé pour ce overlapping, donc suivi pour un stat hyper IgE sur stat 3. Donc elle présente une TDAH. Donc quand je la reçois en consultation, c'est très difficile que la maman suive ce que je dis. Elle n'arrête pas. Elle tourne autour, elle se colle la tête avec les murs. D'ailleurs, Madame Rachidi, elle va la voir le vendredi prochain. Donc, tous mes patients, ils sont chez elle. Et après, Leïla, 12 ans, donc c'était un syndrome d'hyper-IgE aussi. Elle avait un trouble de développement intellectuel global. Elle avait ce qu'on appelait auparavant retard mental. Je pense que maintenant, c'est banni de dire ça. Et donc, c'est des enfants qui m'ont touchée. Et bien sûr, j'ai plusieurs enfants maintenant, de plus en plus, que je reçois de la pédopsychiatrie, de la neurologie avec professeur Chahid, avec les autres neurologues pédiatres surtout, qui m'envoient des patients qui ont un problème, soit d'autisme, soit l'IMC, quand on dit nous IMC, et qui développent des infections. Et ils me disent, regardez, est-ce qu'il n'y a pas un problème immunitaire sous-jacent? Donc, voilà, c'est ça ce qui nous a poussé à faire ce séminaire. Et donc, on va voir, est-ce que ces gènes de l'immunité, ils peuvent interagir et sculptent notre cerveau. Donc, si certaines erreurs innées du système immunitaire s'accompagnent également d'un trouble de neurodéveloppement primaire, par exemple un retard global de développement, déficience intellectuelle, TDAH ou autre, y a-t-il un lien de causalité vraiment entre ce gène et ce trouble qu'on est en train de constater, ou encore c'est plutôt c'est un enfant qui est déficitaire, qui a peut-être un état de dénutrition, des insuffisances vitaminiques, il a subi par exemple une infection, une encéphalite, il a fait une infection virale qui fait qu'il a ce problème neurologique. Donc on va voir ensemble quels sont les gènes qui peuvent faire ça, quels sont les mécanismes, à travers bien sûr des cohortes, des papiers et des cas rapportés. Voilà, donc je vais commencer avec le spectre autistique. Il y a plusieurs, en fait, on a le neurologue, on a madame la pédopsychiatre avec son équipe et bien sûr les neuropédiatres. Et donc, ils connaissent mieux le sujet d'autisme que moi. Mais les papiers qui parlent maintenant de dysfonctionnement immunitaire qui est impliqué dans l'autisme. Bien sûr, je vais dire que l'autisme, c'est une maladie qui est plutôt multifactorielle. Mais il y a aussi cette empreinte de l'immunité dans ce cadre. Donc, les premières preuves reliant le système immunitaire au TSA ont été publiées déjà en 1977. Et les mécanismes pathologiques potentiels avec des connexions neuro-immunes associées au niveau cellulaire et systémique dans les TSA. Par exemple, l'ocytocine, elle joue un rôle de lien entre le stress psychologique et la dépression avec les maladies systémiques. Ça, c'est connu. Et il module aussi le système immunitaire.
Donc l'ocytocine, nous les pédiatres en général, on la connaît, l'allaitement, c'est les contractions de l'utérus, mais c'est le toucher, c'est en fait, oui effectivement, c'est l'affection, c'est, vous l'appelez peut-être l'hormone de l'amour, c'est ça, effectivement. Donc il y a des voies biologiques qui sont impliquées dans les TSA, où il y a un dysfonctionnement immunitaire qui occupe une bonne place dans cette étiologie, et aussi il y a l'inflammation anormale chronique de la réponse immunitaire innée. Donc il y a un projet de recherche qui est très important sur le rôle des NK. Ils se sont focalisés sur les NK et ils ont fait une comparaison durant 2 ans de 35 adultes touchés par TSA haut niveau et l'autre groupe qui est sans TSA, sans problème, sans comorbidité aussi. Donc les conclusions, il y avait une augmentation de l'activation et une activation accrue et chronique des NK, c'est-à-dire il y a de l'inflammation, il y a une réponse inflammatoire, il y a le système inflammatoire, le système immunitaire qui est toujours en challenge, avec des caractéristiques même moléculaires qui sont différentes entre les deux groupes. Il y a une relation entre les NK et le quotient intellectuel et surtout la communication, les scores sociaux dans les TSA de haut niveau. Donc, déjà, ça, c'est une relation qui était prouvée chez ces patients. Seuls les marqueurs HLA-DR et NKp46 étaient associés au score de communication sociale et de réciprocité sociale. Une corrélation aussi significative entre l'expression des NK HLA-DR et les scores de communication sociale, langage structuré et de conscience sociale. Je suis désolée parce que je pense qu'il y a une incompatibilité avec mon PC et la projection. Donc ça montre qu'il y a une relation qui est là, qui est prouvée sur des projets de recherche qu'il y a une interaction entre l'immunité, le système immunitaire et encore l'autisme. Et pas la théorie des vaccins, il y a qu'à se faire. Bien sûr. Donc, nous, dans les déficits immunitaires primitifs, on a des maladies qui sont connues ayant des problèmes dans le développement, le neurodéveloppement. Grâce à la classification phénotypique qu'a érigée monsieur le professeur Bousfeha, on peut rapidement sur l'application chercher est-ce qu'il y a un trouble de neurodéveloppement et ça nous oriente mieux que de chercher sur des papiers un petit peu éparpillés. Si on prend par exemple les domaines qui sont affectés, il y a la communication. On peut avoir, nous, des patients chez qui on ne va pas détecter ça. On aura besoin, bien sûr, des spécialistes pour détecter ça. Mais on aura des patients qui auront des difficultés d'interaction sociale, des problèmes d'interaction au niveau de l'école, des problèmes de dispute, quelqu'un qui ne peut pas se marier. Il n'a pas les moyens, mais il n'arrive pas à interagir, à avoir des... qui ne réussit pas ses examens, la mémoire, ok? Donc communication, mémoire, comportement social, activité de la vie quotidienne. Elle souffre des... Donc ça peut être une conséquence directe du dysfonctionnement causé par les mutations génétiques. Donc, regardez, le STAT3, la fille qu'on a vue au début, en fait, on avait deux. La première qui avait l'anomalie du trouble de développement neurologique qui était global, quoique j'ai cherché des papiers et j'ai trouvé quelques cas rares et ce n'est pas vraiment quelque chose de très établi. Et aussi, on a le PGM3 qui est un hyper-IgE aussi, où on trouve effectivement un trouble de la cognition. Les autres KID, les déficits immunitaires combinés, nous, on n'est jamais en fait très attachés à tout ce qui est communication, interaction sociale. On est plutôt dans le pronostic vital. Parce que le déficit immunitaire combiné, c'est un déficit immunitaire qui est très profond où le pronostic vital prime pour nous. Mais il y a le PNP qui est le premier chez qui on a démontré qu'il y a un trouble neurologique et il est en général profond avec les autres qu'on va voir ensemble et on va voir un cas de diaphragme. La PDS,
La PDS, maintenant, on envoie une tollée de papiers parlant de la PDS, parlant de ces spectres qui sont très différents, de la néoplasie, l'adénopathie, l'auto-immunité et aussi... Pardon? Ah, la PDS. Ah, donc, la PDS, c'est l'Activated P110 Delta Syndrome. Donc, c'est un syndrome où il y a une activation qui est accrue des les PIK3, le récepteur ou le CD, qui fait qu'on aura plusieurs symptômes. En fait, c'est un DICV, classé aussi comme like, en fait, like, effectivement. C'est des gens qui perdent leur anticorps, ils n'ont pas d'anticorps, donc ils font des infections bactériennes, détruisent leurs poumons, etc. Effectivement. Donc, c'est un déficit immunitaire, comme on a dit, et on le voit plutôt chez l'adulte. Okay? On a des cas chez l'enfant, mais plutôt il est diagnostiqué de plus en plus chez l'adulte, où on a actuellement un traitement, même s'il n'existe pas au Maroc, mais il est trop cher. Donc là, je vais rapporter quelques cohortes. On a une cohorte de 53 patients avec le type 1. Comme j'ai dit, il y a le récepteur et il y a le PIK3CD. Donc cette cohorte, on avait 19% des patients où on a trouvé un retard global du développement, retard de langage, 2 patients avaient des déficits visuomoteurs. Et donc, j'ai assisté à une autre présentation où le médecin parlait d'un patient qu'elle suivait et elle parlait qu'à chaque fois, le patient, elle lui dit que j'arrivais pas à jouer en fait les jeux sur mon portable, smartphone. Il y a, je pense, un jeu qui s'appelle Candy Crush. Et quand il a commencé son traitement, après 6 mois, il était tout content. Il a dit que je commence à avoir des notes. Effectivement. Donc, 3 autres patients où on a des troubles anxieux, un cas d'autisme et 3 enfants qui ont des problèmes de comportement. Le PIK3D, il est fortement exprimé au niveau du système nerveux central. Ça, c'est des coupes du cerveau de souris mature et en développement, où on voit malheureusement, on n'a pas le pointeur, ça ne marche pas, mais il y a une forte expression de la P110D dans le cerveau de la souris, surtout au niveau de l'hippocampe et au niveau de la région du cortex cérébral, ce qui peut expliquer tout ce qui a été dit par Madame Rachidi, c'est-à-dire en fait les problèmes d'attachement, de passage à l'acte, de gestion des émotions, et aussi peut-être aussi la mémoire et l'affection et autres. Ici, la même molécule ou la même mutation, elle est impliquée aussi dans la schizophrénie. Il y a un papier qui parle de ça. Et son inhibition pharmacologique, elle peut inverser les déficits d'inhibition pré-impulsionnelle. Il y a le neurologue et le pédopsie qui vont parler mieux de ça que moi. Et donc, si on traite, on aura plus les impulsions, les passages à l'acte, je pense, et les autres. Donc, comment? Vaut mieux ne pas traiter pour ne pas passer un acte. Non, Blex, il faut traiter pour ne pas avoir ces impulsions. Les schizophrènes, en général, ils ont ces impulsions, cette agressivité. Donc, il permet aussi de bloquer l'hyperlocomotion qui est induite par l'amphétamine, qui est, je pense, un effet secondaire du traitement dans un modèle murin. C'est les modèles murins qui sont rapportés ici comme comportement de type psychotique. La deuxième cohorte, c'est une cohorte européenne qui regroupe les 2 types ABDS, le 1 et le 2. On a 77 patients, tous ont des problèmes, en fait pas tous, je corrige, on a des troubles de neurodéveloppement de type des troubles neuropsychiatriques, l'autisme, l'anxiété, dépression et aussi les problèmes de langage, retard de langage ou un langage qui est désorganisé des fois.
Donc, c'est la même cohorte où on trouve que sur la cohorte APDS1, on a 19 patients qui sont touchés, 19% des patients qui sont touchés, donc c'est des pourcentages qui existent. Le deuxième type, il est plus important où on a 31% de pourcentage, mais c'est surtout les troubles de cognition, les problèmes d'apprentissage. C'est des choses qu'on va voir chez l'enfant, mais qui passent des fois frustres. Et c'est l'enfant peut-être qui est on l'étiquette hyperactive, qui ne veut pas faire ses devoirs, qui n'arrive pas à se concentrer, et en passe. Donc, bien sûr, il y a l'ataxie qui peut être aussi vue, le retard moteur, l'autisme et même la macrocéphalie qui peut être vue. Là, je vous projette. Ça, c'est juste pour vous dire que c'est des choses qui sont testées au laboratoire sur des modèles murins pour être sûr qu'est-ce que ces mutations et ils sont la cause de ces troubles ou pas. Par exemple, sur la figure en haut et à gauche, on trouve que la souris white type, c'est-à-dire que où il n'y a pas de mutation, et la deuxième qui a des mutations, on trouve qu'il y a des troubles, des légers troubles de motricité fine. Il y a aussi, ils ont quantifié la vitesse moyenne et distance parcourue selon le génotype. Celle qui est en rouge, c'est la souris qui est normale, et l'autre, c'est celle qui est touchée par une mutation. On trouve que la vitesse moyenne, elle est plus basse. On voit aussi que sur... Ah, la vitesse de la souris, comment elle... Mikadjali. Et aussi, ils ont analysé même les pas. Est-ce qu'elle fait des pas en arrière? Est-ce que le pas, il est court, il est lent? Est-ce qu'elle peut sauter? Et donc, on trouve toujours des différences. Et celle qui a une mutation, c'est-à-dire la souris qui a une mutation, elle a des scores moindres que l'autre qui est wild type. Donc, c'est des choses fondées qui sont prouvées au laboratoire. Après la PDS, on va passer au deuxième cas. Je pense qu'il est connu aussi par les neurologues, les pédopsies, c'est le PAC3. Donc, c'est un cas que je rapporte de la littérature. C'est une fille de l'Arabie Saoudite. C'est une fille de 10 ans dont le début était démarré par la symptomatologie, par une symptomatologie classique de déficit immunitaire. Il fait des infections respiratoires à répétition, un choc septique, retard de croissance, et on constate qu'il a une microcéphalie avec une dysmorphie et un retard global de développement. Bon, elle est amenée en consultation, on fait un bilan, on trouve une hypothyroïdie. Pour nous, les pédiatres, elle peut expliquer le retard et tout. Donc, avec un déficit normal de croissance. L'IRM cérébral montre une atrophie cérébrale cérébelleuse diffuse avec un amincissement du corps calleux, alors que le G, il reste normal. Le bilan immunitaire, il est vraiment perturbé avec une lymphopénie profonde et même des tests de lymphoprolifération, c'est-à-dire que le lymphocyte ne permet pas d'interagir avec les microbes qui étaient faibles. L'étude génétique a montré une mutation hémizygote PAC3 gène, une mutation qui était nouvelle mais qui ont prouvé qu'elle est pathogène, et elle code pour le P21 Activated Kinase 3 associé au trouble ou retard mental lié à l'X. Mais cette fille, elle avait l'autre X qui était inactivé en ring, comme on dit, et donc c'est ça ce qui explique qu'elle a cette pathologie. Donc, ce PAC3, comment il interagit au niveau du cerveau? Quand il est normal, il fait une phosphorylation de la cophiline, ce qui fait qu'il y a une ramification qui est limitée. Mais quand il n'est pas là, c'est un blocage de toute la cascade avec absence de phosphorylation de la cophiline, ce qui fait qu'il y a moins de neurones, il y a plus de développement de synapses, chose qui était très importante, comme a dit professeur Rachidi, dans le neurodéveloppement. Donc, c'est comme de l'Alzheimer. Effectivement, mais au début, c'est-à-dire très précoce.
Donc, globalement, ces fonctions et rôles du PAC 3, c'est le développement cérébral déjà, le développement cognitif avec la formation et fonctionnement des synapses cérébrales, qui a été déjà dit, la plasticité synaptique dont on a parlé et qu'a bien expliqué Madame Rachidi, c'est le processus fondamental pour l'apprentissage et la mémoire. Le processus cellulaire aussi, organisation de l'axine qui est importante pour la forme, c'est pour cela qu'on trouve une dysmorphie, le mouvement aussi et d'autres fonctions cellulaires. Et bien sûr, il y a l'implication dans la santé, c'est le retard mental, qui sont une cause connue dans le retard mental non syndromique lié à l'X. Et bien sûr, il y a les psychoses, comme, surtout quand il y a des mutations qui sont assez importantes, comme les mutations faux sens, qui peuvent donner des schizophrénies avec des antécédents de déficience intellectuelle. Là, je vais passer à un deuxième gène, qui est le MAN2B2. Donc, c'est une fille de 8 ans qui présente une mutation biallélique dans le même gène. Et donc, c'est un problème de glycosylation ici et qui présente bien sûr un déficit immunitaire, plusieurs infections qui commencent très tôt dans la vie. Et elle fait quand même un AVC qui provoque une hémiparésie à l'âge de 6 mois. On trouve un strabisme, une microcéphalie avec un problème, un retard de langage assez profond et elle ne peut marcher qu'avec aide. Donc, voilà son IRM cérébral où on trouve bien sûr l'infarctus qui explique son hémiparésie, de la région fronto-pariétale droite, l'encéphalomalacie, la gliose des zones de nécrose laminaire avec des dépôts d'hémosidérine et une dégénérescence valérienne du mésencéphale droit. Après, je vais arriver au DICV. Alors, c'est un cas d'un petit enfant qui était suivi depuis la naissance, où on a trouvé qu'il a une dysmorphie et on pense à un syndrome que je connaissais pas auparavant, qui s'appelait le Smith-Lemli-Opitz. Peut-être c'est le domaine des neurologues, effectivement. Et ils ont tenté de faire un karyotype qui est revenu normal et ils ont cherché, il y a une mutation sur les 7DHC qui ont trouvé négatif. C'était peut-être la causalité la plus connue dans ce syndrome, donc ils ont banni ça. Après, l'enfant, il commence à faire un vrai déficit immunitaire avec des infections, de l'auto-immunité, une DDB, une splénomégalie et même un Evans syndrome. Et donc, on l'a classé comme DICV avec les perturbations de tout son bilan immunitaire. Donc, on fait une étude génétique où on trouve une délétion du 4Q sur le chromosome 22, position 24, et puis on refait la réanalyse de cette étude génétique où on trouve c'est un déficit en NF-κB1. Là, l'enfant, il présente à part les infections, il présente un problème de lecture. Il peut ni lire ni écrire et avec cette dysmorphie et le retard mental. Tout ça pour vous dire que la voie des NF-κB qu'on connaît nous c'est-à-dire dans les réponses immunitaires, elle agit aussi dans le cadre de l'immunité. Le dernier gène, c'est le DIAF1. Je vais passer rapidement. Donc, ça donne un déficit immunitaire combiné où on a un problème des T et des B, des lymphocytes B. On va trouver une microcéphalie, une épilepsie qui commence très très précocement. On peut trouver aussi carrément un problème au niveau cortical et des troubles intellectuels. Et c'est tout ça en relation avec les dysfonctionnements mitochondriales. C'est une cohorte qui rapporte en fait les cas qui sont déjà répertoriés et tous ont un trouble intellectuel qui est assez profond. Donc j'arrive à ma conclusion. Donc il faut qu'on reconnaisse le lien entre les déficits immunitaires, les gènes de l'immunité et les troubles du développement neurologique. Et il nous faut une collaboration vraiment étroite entre le médecin immunologiste, le neurologue et les pédopsychiatres.
parce qu'on ne peut pas chacun expliquer les symptômes qu'on a de son côté. Et bien sûr, la détection précoce pour une prise en charge et amélioration du pronostic de ces enfants. Et pourquoi pas voir l'impact des nouvelles thérapeutiques, comme l'exemple de l'éniosylib pour la PDSA, pour améliorer ces enfants. Et je vous remercie.